Allocution de Philippe Provendier, maire de Villaudric. Madame la députée suppléante, Monsieur le député européen, Monsieur le conseiller régional, Mesdames les vice-présidentes du conseil départemental, Madame, Messieurs les conseillers départementaux, Monsieur le président de la communauté de communes, Mesdames, Messieurs les maires, Mesdames, Messieurs les élus du conseil municipal de Villaudric, Mesdames, Messieurs les porte-drapeaux, Mesdames, Messieurs les anciens combattants, chers Villaudricaines, chers Villaudricains, chers amis. 80 ans, 8 décennies qu'il s'est agi ici, dans notre village, dans cette rue, devant l'ancien café, à l'emplacement de cette plaque commémorative, l'exécution de civils villaudricains le 20 août 1944. Chaque année, depuis 80 ans, les maires qui se sont succédés ont rappelé les faits et les circonstances. Ils ont solennellement rendu hommage à celles et ceux à qui les nazis ont provoqué la mort, plongeant leurs familles et leurs proches dans un deuil brutal et injuste. Les occupants en fuite ont généré par l'abomination de cet acte, indélébile pour notre village, une véritable fracture. À compter de ce 20 août 1944, plus rien ne fut comme avant. Il y eut un avant et il y eut un après. Une césure dans l'histoire de Villaudric. Cette césure est encore perceptible 80 ans plus tard. Le point de bascule des vies individuelles et collectives tient dans l'enchaînement d'événements responsables de cette tragédie. Le contexte, c'est évidemment les 4 années de guerre, la France occupée, une Europe fouettée à vif et à mort par Hitler et par Mussolini, qui ont tenté durant cette période d'instaurer un ordre de terreur. Le temps, c'est l'été 44, qui voit les nazis en grande difficulté dans le nord, suite au débarquement des Alliés en Normandie, et surtout, en panique dans le sud, lors du débarquement de Provence le 15 août. Le 19 et le 20 août, l'occupant organise sa retraite afin de renforcer ses effectifs dans le nord, permettant ainsi la libération de Toulouse. La présence, ce sont les hommes et les femmes, d'une part et d'autre, les occupants qui fuient Toulouse et font halte à Villaudric, mais également, et surtout, les Villaudricains, qui par une chaude journée d'été, presque ordinaire, vont et viennent, sans appréhension du danger imminent. L'histoire tient à un fil. La halte de la colonne allemande aurait pu avoir une autre issue. Elle aurait alors été anecdotique. Mais la situation a basculé dans une horreur indicible. Ce sont sans doute l'état d'esprit dégradé des nazis en retraite, submergés par l'humiliation qui accompagne leur fuite, ce sentiment grandissant de défaite qui se profile et le besoin de vengeance et de mort chez ceux qui ont été nourris à la propagande de leur supériorité supposée, de l'être pur et soi-disant originel, de la race suprême, pour se croire légitime pour imposer à la France et à une partie de la vieille Europe un nouvel ordre raciste et antisémite. Ces mécanismes humains, parce que soumis à interprétation, sont en partie une énigme. Abattre froidement des civils, la haine comme négation de la vie et de l'âme, la haine enseignée, la haine cultivée, la haine entretenue, la haine encouragée, la haine érigée en modèle social et politique, la haine pour disposer de la vie des autres. Comment guérir de cette souffrance? Le temps apaise, mais ne guérit pas. Les événements de Villaudric du 20 août 1944 se sont hélas produits de façon analogue dans de nombreuses villes et villages de France et d'Europe. Des récits relatifs à l'ampleur de la haine chez les nazis ne manquent pas. Toujours la même haine meurtrière qui, 80 ans plus tard, nous glace et nous questionne. Nous le savions déjà, et nous le savons plus encore aujourd'hui. La haine n'est jamais la solution, car c'est précisément le problème. La haine est à tous les échelons de notre société, hier et aujourd'hui, ici et là-bas. Elle est présente et repérable à tous les niveaux des organisations sociales et collectives, du local, quelquefois au national et à l'international. L'édification de l'Europe et plus récemment la chute du mur de Berlin ont fait naître un réel espoir de paix. Le prix payé lors de la Seconde Guerre mondiale et celui pour recouvrer la liberté garantirait, pensait-on, en proportion inverse, une paix durable. Aujourd'hui, nous sommes conscients qu'il n'en est rien. Et nous savons également que nous nous battrons le dos au mur. Le XXe siècle a été dominé par une opposition idéologique fondamentale entre des modèles de société souvent aux antipodes. D'une part, des dictatures et des autocraties qui restreignent les libertés, refusent les évolutions sociétales, répriment les opposants, et d'autre part, des démocraties, des républiques, par essence plus fragiles, mais légitimes, car issues de la volonté des peuples. Il faut du temps, il faut peu de temps pour forger un peuple de haine. Il faut beaucoup de temps pour former des citoyens démocrates et républicains capables de penser par eux-mêmes. C'est de ces valeurs dont ont été pétris celles et ceux par qui l'espoir est revenu.
Il a fallu du courage, de la pugnacité, de l'abnégation et une farouche volonté de combattre la haine à ces femmes et à ces hommes d'exception pour contrarier et enrayer le funeste projet du Troisième Reich. Il y eut tous ces inconnus, ces justes, ces résistances occasionnelles ou à long terme, ces combattants engagés au péril de leur vie pour faire triompher la liberté et les valeurs humanistes. Il a fallu surtout l'émergence de leaders charismatiques, visionnaires, capables de concevoir et d'organiser un autre avenir pour la France et pour les démocraties occupées. Au-delà de leur formidable éloquence, ils ont motivé, rassemblé, fédéré, guidé les forces et les alliances. Franklin Delano Roosevelt, Winston Churchill, Charles de Gaulle et quelques autres font partie de cette liste restreinte. Par leur engagement, ce sont 31 pays qui ont contribué à la libération des vieilles démocraties européennes. Nous savons que dans les temps difficiles, seuls les femmes et les hommes forts et charismatiques peuvent relever les défis de l'histoire. Si une période de paix a succédé à la Seconde Guerre mondiale, il semble que nous vivons actuellement une modification des équilibres par l'émergence d'alliances et de conflits et de guerres. En Europe de l'Est, au Moyen-Orient, les bombes tombent, les tensions s'accélèrent dans le Pacifique ou en Afrique subsaharienne. Des blocs se forment, les pays se réarment massivement. Pour garantir la paix? Peut-être, ou peut-être pas. Nous venons d'entrer dans une ère de paix précaire et de sécurité fragile pour les États. Nous glissons d'une logique de dissuasion pour la paix à une logique d'élévation du seuil de tolérance pour des conflits de territoire, de religion et de civilisation. Nous devons alors essayer de comprendre la complexité du monde et nous devons faire preuve de ténacité pour défendre notre idéal de société. Dans un contexte qui ne favorise pas l'expression des modérateurs, nous devons, dans un souci d'analyse, prendre attache sur nos fondamentaux, sur les éléments constitutifs de notre histoire. Cette commémoration, chaque année, est un hommage sincère et solennel à ceux qui ont été exécutés par l'expression de la haine absolue. Cela nous permet de nous relier à l'origine de notre liberté et de nous rappeler que notre histoire n'a pas toujours été un long fleuve tranquille. Ainsi, nous racontons notre histoire commune pour éclairer et donner du sens à la modernité. Si nous considérons que l'histoire est source d'enseignement, si nous souhaitons la convoquer pour comprendre le monde d'aujourd'hui et formuler des choix pour le monde de demain, alors nous aurons comme projet de continuer à la partager en la rendant médiatique, accessible et surtout vivante. Là réside le formidable génie de la France. Puiser dans notre histoire d'hier, dans le monde d'avant, les piliers de notre histoire pour les partager dans un esprit créatif et contemporain. Vive la République, vive la France.